joyeuses fêtes avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Variété Kent, origine Brésil ou Pérou. Information sur aldi.fr. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et je remercie Valérie Expert. Je souhaite aussi à toute l'équipe de belles fêtes de fin d'année. C'est la dernière de l'année évidemment, mais on se retrouvera dès lundi 2022. Une année qui s'annonce très riche et en débat surtout. Et je salue les 3 vaillants débatteurs de ce 31 décembre 2021 sur Sud Radio. Naïma Mpadel, bonjour Naïma. Bonjour. C'est essayiste et spécialiste des quartiers populaires. Je rappelle, vous êtes co-auteur de « Et tout ça devrait faire d'excellents Français ». Yves Damecourt, bonjour Yves. Bonjour. Porte-parole du mouvement de la ruralité. François Coq, bonjour François. Bonjour. Analyste politique, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique. Alors, on va s'intéresser évidemment ce matin au dernier vœu d'Emmanuel Macron. Ce soir à 20h, je dis dernier vœu de son quinquennat, évidemment, puisqu'on est à 100 jours de la présidentielle du premier tour. Et donc, ces derniers vœux aux Français du quinquennat, des vœux sous Covid. Alors, quel Emmanuel Macron verra-t-on ce soir à la télévision? On va se risquer au petit pronostic. Est-ce qu'on va avoir un chef de guerre contre le coronavirus, un candidat presque déclaré à la présidentielle, ou encore un potentiel président de l'Union européenne? Je rappelle que demain, la France prend pour 6 mois la présidence de l'Union européenne. On va y revenir tous ensemble. On s'intéressera aussi à une triste tradition de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sont ces incendies de véhicules. La moyenne, c'est 800 véhicules brûlés chaque année en France lors de la Saint-Sylvestre. Il y a eu un long papier, longue enquête dans le Figaro cette semaine qui montrait l'état impuissant. Est-ce que c'est un échec sécuritaire? On y reviendra tous ensemble. Et qu'est-ce que ça dit aussi de notre société finalement, que l'on n'arrive pas ainsi à enrayer ce phénomène qui touche avant tout les classes populaires. Je ne sais pas chez vous, mais entre 15 et 21 degrés aujourd'hui, 31 décembre, il y a des incendies gigantesques en ce moment au Colorado. Bref, il y a des problèmes sur le climat, mais malgré tout ça, eh bien, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs. Est-ce que c'est votre sentiment également? C'est la question que l'on se pose. Et puisqu'on parle de température folle, quelques degrés en moins, et c'est le risque du blackout total. C'est ce que met en garde RTE. Ce risque de coupure d'électricité ciblée de la part du gestionnaire d'électricité français, parce que le parc nucléaire ne suffit pas à faire face à la demande en cette période hivernale, comme un peu chaque année. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est clairement annoncé. Le nucléaire doit-il rester la priorité de la France? On y reviendra également avec nos 3 débatteurs. Avant de vous donner la parole à tous pour vos coups de cœur et votre coup de gueule, je vais m'octroyer le premier tour de table. Je voudrais juste saluer tous ceux qui vont bosser ce soir, ce 31 décembre, pour le plaisir des uns et des autres, les petites mains du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, je voulais les saluer, que ce soit les services de sécurité, que ce soit dans les hôtels, les restaurants, dans toute la partie touristique, dans les arrière-cuisines, même si ça va être compliqué à cause du Covid. Et je voulais juste les saluer au nom de toute l'équipe de Sud Radio, parce que c'est jamais évident, de se mobiliser pendant que les autres réveillonnent. Voilà, c'était mon petit coup de cœur ce matin. Qui veut commencer? Est-ce qu'on commence par les coups de gueule? Allez, on va commencer par les coups de gueule. Yves, vous aviez un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule, moi, contre le roi Charles IX, qui en 1564 a signé l'édit de Roussillon, et qui a décidé de faire démarrer l'année calendaire le 1er janvier, alors que elle commençait habituellement le 1er avril. 1er avril. Et donc, c'est d'ailleurs depuis ce temps-là qu'on fait des blagues le 1er avril, parce que les gens ne croyaient pas qu'il avait pris cette décision. En fait, il voulait unifier les pratiques en France. Il y en a qui commençaient l'année à Noël, d'autres à Pâques, d'autres qui commençaient l'année logiquement le 1er mars, puisque en fait, septembre, ça veut dire 7e mois, octobre, 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois, février, c'était le 12e mois de l'année. C'est pour ça que les années bissextiles, on remettait les compteurs à zéro. Et le 1er mars, on recommençait l'année. Et donc, lui a décidé, on ne sait pas pourquoi, de faire démarrer l'année le 1er janvier, ce qui fait que depuis, on a 2 fêtes importantes à une semaine d'intervalle, et que c'est toujours un peu compliqué à la Saint-Sylvestre, parce qu'on est déjà fatigué des fêtes de Noël, et on serait bien plus heureux de commencer l'année avec le printemps. Mais voilà, qui est fatigué? Celui qui est en cuisine ou celui qui se fait inviter? C'est ça la grande question. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt en cuisine, donc voilà.
Oui, ça c'est certain. Effectivement, l'anecdote est savoureuse et croustillante. C'était bien de nous le rappeler et de savoir pourquoi ce soir, effectivement, nous allons célébrer une nouvelle année que l'on espère un peu plus réjouissante. Alors, on va continuer sur les coups de gueule. Tiens, encore, François, vous aviez un coup de gueule. François, on vous entend pas. Alors attendez, on va essayer de rectifier ça. Je rappelle que pour des raisons sanitaires, nous faisons en sorte que chacun soit en sécurité chez lui. François, vous m'entendez ? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Allez, super. Ça y est, on vous entend. Allez, alors, on y va. Moi, je disais que j'allais avoir un coup de gueule un petit peu moins sympathique, peut-être, parce que comme vous le savez, la rentrée scolaire va intervenir dans 3 jours maintenant. Alors, bon, je ne remets pas en question le fait qu'il faille recommencer l'école. Certes, je note que certains pays ont décidé de reporter la rentrée. Le Québec, par exemple, encore hier soir, a annoncé qu'il reportait la rentrée de 2 semaines. Mais si on maintient la rentrée à la date prévue, malgré le raz-de-marée Omicron, comme l'a dit monsieur Véran, il devrait y avoir des mesures qui seraient mises en place. C'est ce qu'a annoncé en tout cas M. Blanquer il y a 48 heures. Sauf qu'il a réuni les organisations syndicales avant-hier. Et ce qu'il a annoncé à ce moment-là, c'est que le protocole sanitaire qui sera en place le jour de la rentrée sera le même que celui que nous connaissions à la sortie, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la vague Omicron. Il a été incapable de préciser ce qu'il avait annoncé au micro de vos collègues du service public le matin même, à savoir qu'il y aurait besoin de 2 ou 3 tests pour revenir à l'école, ou de plusieurs tests, on ne sait pas combien, on ne sait pas sur quelle durée. Autrement dit, c'est un protocole fantôme, il y a un flou absolu qui règne, et il n'y a absolument rien qui est mis en place, mais rien qui est mis en place depuis 18 mois. Entendez bien que c'est le 29 décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours exactement, que M. Blanquer a demandé au préfet de prendre des dispositions pour aider à la mise en place de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires. Le 29 décembre 2021. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. En Italie, par exemple, ils ont décidé de doter tous les enseignants et tous les élèves de masques FFP2 au regard de ce qui se passe avec le variant Omicron. En France, rien. Il y a toujours quelques pauvres masques en tissu qui ne fonctionnent pas bien pour les enseignants. Et donc toujours pas de protocole. Ça, c'est sur le fond. Et si vous permettez, je mets un mot sur quelque chose qui ne relève pas de l'anecdote. Je vous ai parlé de la consigne qui a été envoyée au préfet le 29 décembre. Mais le 30 décembre, c'est-à-dire hier, entre Noël et le jour de l'an, savez-vous ce qu'a fait M. Blanquer ? Il a trouvé rien de mieux que de nommer comme chef de cabinet M. Nicolas Baïs. Qui est M. Nicolas Baïs ? C'est le compagnon de Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, dont il était le chef de cabinet. Il a dû quitter ses fonctions de chef de cabinet quand on s'est aperçu que Mme Runacher, lorsqu'elle a voulu aller se présenter au régional il y a quelques mois, a donné l'adresse de ce monsieur. Et donc, il y avait une incompatibilité au regard des règles qui font qu'on ne peut pas embaucher dans son cabinet quelqu'un de sa famille ou un compagnon. Ce monsieur a essayé de se recaser entre-temps chez le leader mondial des semi-conducteurs, Soitec, mais là encore, les conflits d'intérêts, du fait de ses fonctions passées, étaient patents et évidents. Donc, il n'a pas pu le faire. Eh bien, au nom du copinage, M. Blanquer en fait son nouveau chef de cabinet. Là, entre Noël et le jour de l'an, j'imagine que ce genre de copinage relève de la méritocratie républicaine. Oui, c'est toujours des nominations qui interrogent. Après, on ne connaît pas les raisons, elles ne seront pas certainement annoncées, mais c'est évident que vous dites, François, que c'est ça qui crée la défiance, en fait. Oui, enfin, ça crée la défiance, c'est rien de le dire, mais enfin, ce qu'on a vu ces quelques mois dans ce cas précis, c'est qu'on a quelqu'un qui est un dissimulateur, qui a essayé ensuite de faire du pantouflage et qui n'a pas pu le faire parce que la haute autorité sur la transparence de la vie publique s'y est heureusement opposé, sinon il y aurait eu des conflits d'intérêts patents. Eh bien, celui qui vient à la rescousse, c'est le copain M. Blanquer, qui vient le nommer en tant que chef de cabinet. Je ne sais pas ce que le ministère de l'Éducation nationale a à y gagner. Voilà. Moi, en tant qu'enseignant, je vous le dis, j'ai un peu l'impression d'être pris une fois de plus, à la fois sur cette nomination, mais également sur tout ce que je vous ai dit pour la rentrée, pour un imbécile. Et je me demande réellement quelle est la motivation que je vais arriver à trouver dans 48 heures pour aller me retrouver devant. Ouais. Donc là, à ce jour, c'est-à-dire là pour les parents ou grands-parents qui nous écoutent, on est bien d'accord, François, le protocole sanitaire à l'école, aujourd'hui, ne dit pas combien de tests négatifs sont prévus pour un enfant de primaire.
Plusieurs. Ça veut dire 2, ça veut dire 3. Le ministre a été incapable de répondre mercredi aux organisations syndicales qu'il avait réunies. Et il a été incapable de dire sur combien de jours, quel est le délai pendant lequel, entre 2 tests, ou entre 3 tests, j'en sais rien, qu'il faudra maintenir là-dessus. Il n'y a absolument aucune précision qui a été apportée. Et dans les conditions matérielles dans lesquelles vont s'exercer la rentrée, il n'y a là non plus rien de nouveau qui a été décidé. Sur ce flou artistique concernant le protocole sanitaire, qui va intervenir, Naïma, Yves, en sachant que on laisse les écoles ouvertes, hein, c'est plutôt un soulagement pour aussi les parents qui vont être en télétravail à partir de lundi. Oui, c'est un soulagement. Enfin, moi, j'étais maire de Sauveterre de Guyane pendant les premiers confinements. C'était l'overdose de protocoles. On avait un document de 200 pages qui était illisible et pas du tout pratique. Ici, on est dans le protocole fantôme, donc c'est exactement le contraire. Donc c'est quand même très curieux. Je pense que les capteurs de CO2, ça devrait être décidé parce qu'on sait que c'est efficace pour inciter ensuite les professeurs à pratiquer l'aération quand le CO2 est trop important dans l'air de la classe. Les masques, les gestes barrières, et puis évidemment un protocole clair sur la façon dont on gère les cas Covid positifs et les tests dans la classe. Enfin, tout ça est relativement simple à dire, mais derrière, il faut que ce soit très efficace et que les professeurs sachent à quoi s'en tenir, et les maires aussi des communes, les maires, les présidents de conseils généraux, les présidents de région. Enfin, soit on laisse les gens libres localement d'organiser les choses, soit on fait un protocole clair au niveau national, mais là, on est un peu dans la tambouille, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, c'est hallucinant. Hein. Ouais. Dernier chiffre à propos, juste, Naïma, c'est que seulement 20% des écoles sont équipées de capteurs de CO2, en sachant que ce sont les communes qui doivent s'en charger, et toutes n'ont pas forcément la possibilité de les avoir assez rapidement, enfin j'imagine, je ne sais pas. Oui, mais les communes auraient pu être encouragées, tout simplement, dès le début, on en avait parlé, c'est quand même maintenant 2 ans qu'on traîne cette pandémie, et il y a 1 an, on avait quand même beaucoup abordé cette question des purificateurs d'air, mais il suffisait tout simplement d'encourager les communes, et notamment via l'Association des maires de France, via l'association des présidents de département et l'association des présidents de région aussi, où on aurait pu effectivement les encourager, se concerter avec eux, les encourager, mais pourquoi pas aussi mettre en place des aides, parce qu'on parle du quoi qu'il en coûte, mais on voit bien que sur ces choses-là qui étaient très importantes comme les purificateurs d'air, on a effectivement manqué d'une vraie volonté. Et c'est ça qui est aussi grave dans cette gestion de la pandémie de c'est l'État. dommage. Parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Le point de départ était quand même donné il y a un petit peu de temps et on aurait pu anticiper légèrement les choses. Alors, on va s'interroger sur ce que va pouvoir nous dire à ce sujet Emmanuel Macron ce soir. Ce sont les derniers vœux de son quinquennat, de ce quinquennat, ce soir à 20h à l'occasion de la Saint-Sylvestre. On va parler avec vous, Naïma M. Fadel, Yves Damecourt et François Coq, et vous également au 0826 300 300. Est-ce que vous allez par exemple les regarder ce soir, les écouter ou pas du tout et continuer de réveillonner comme si de rien n'était? Vous nous le dites également, 0826 300 300. On s'arrête un court instant, on fait les infos de 11h et on se retrouve juste après. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et on est ensemble avec vous également sur Sud Radio jusqu'à midi, sur les réseaux sociaux, vous commentez l'actualité, vous savez, mais également 0826 300 300, on est en compagnie de François Coq, analyste politique, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique, avec Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Naïma M. Fadel, essayiste et spécialiste des quartiers populaires, co-auteur de « Et tout ça devrait faire d'excellents Français ». Alors, on en était à nos coups de cœur et nos coups de gueule, on s'interrogeait là à l'instant sur le protocole sanitaire dans les écoles à partir de lundi. Ça sera certainement un sujet que nous aborderons dans d'autres émissions dans les vraies voix ce soir sur Sud Radio. Mais le coup de cœur de ce dernier tour de table de l'année vous revient, Naïma, coup de cœur pour le cardinal Robert Sarrat. Oui, alors je l'ai découvert lors d'une interview qu'il a donnée à Sonia Mabrouk. J'ai découvert ce prélat, mais je l'ai découvert en fait avec bonheur. Je trouvais qu'il avait une manière d'aborder la prêtrise, l'évacuation d'être prêtre, ce sacerdoce, sans tabou. Il a abordé
les questions liées aux abus des enfants, les questions liées aussi à l'Église aujourd'hui, les rapports aussi à la foi aujourd'hui en Occident. Et je trouvais qu'il abordait ces questions-là d'une manière apaisée. Et il a aussi abordé, et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant venant d'un prélat qui était d'origine guinéenne, qui était à la base animiste, qui a été converti, qui a vécu dans un pays musulman, où il y a une minorité de chrétiens, où au moment où cette période de Noël, malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas souhaiter joyeux Noël et qui ont tendance à prendre en otage les non-chrétiens en disant bah, écoutez, dans un souci de rassembler, de ne pas diviser, il vaut mieux souhaiter joyeuses fêtes et non pas joyeux Noël. Alors que moi-même, qui travaille depuis longtemps dans les quartiers populaires, qui suis moi-même de confession musulmane, on souhaite joyeux Noël, on met le sapin de Noël et on vit ces moments de Noël avec bonheur. Et donc il a abordé cette identité et les racines chrétiennes de la France et de l'Occident en disant il faut absolument que les Occidentaux en général et les Français en particulier soient apaisés avec ces racines chrétiennes parce qu'effectivement la France a des racines chrétiennes. Il faut en être fier. Et il disait aussi quelque chose qui me semble, moi, très importante. C'est on ne peut permettre aux personnes de faire souche dans notre pays, de s'agréger en paix avec ce pays, que seulement si la France et les Français sont forts de leur identité, de ce qu'ils sont. Et c'est comme ça aussi qu'on crée une société, une communauté en devenir. Et dans une république, parce que pour moi les choses vont ensemble, une et indivisible. Voilà, donc c'était mon coup de cœur et je vous invite à lire son livre, excusez-moi, je ne l'ai pas cité, Et pour l'éternité. Voilà, donc c'était le coup de cœur de Naïma M. Fadel pour le cardinal Robert Sarah, qui était cette semaine invité d'une autre consoeur, Sonia Mabrouk. Un commentaire, Yves, François, sur ce sujet éventuellement? J'ai entendu, moi, cette interview. Effectivement, elle était très riche de sens. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du sens. Et tout ce qui permet de trouver du sens à nos vies, à nos actions, est important. Voilà. Donc, les racines, c'est important. Je pense que la France a trouvé dans ses racines chrétiennes un certain nombre de concepts comme la fraternité, comme la laïcité, et que pour comprendre ces concepts français de la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, il faut comprendre d'où ça vient, et ça on le trouve dans nos racines. Voilà, un arbre sans racines, il perd son feuillage. À condition aussi que personne ne se... Après, il faut aussi accepter, éviter sans doute aussi d'hystériser ce débat. Oui, mais je pense aussi, et d'ailleurs c'est important que ce soit Naïma qui parle du cardinal Sarah, je pense aussi que la fête de Noël, la naissance du Christ, la Vierge Marie, tout ça, ce sont des personnages qui sont aussi dans le Coran. Et il y a des 34 fois Marie est citée, effectivement, merci. 34 fois. Il y a même une sourate qui est dédiée à Marie. Et donc voilà, tout ça c'est important. Allez, on va s'intéresser à un autre réveillon parce que le temps tourne, je vois qu'il est bientôt 11h10 et on doit évoquer... Je voudrais ajouter que le 25 mars, au Liban, a été choisi par l'ensemble des 18 communautés libanaises, donc les Druzes, les musulmans, qu'ils soient chiites, sunnites, etc., pour une journée d'union nationale autour de la Vierge Marie. Ouais, c'est effectivement quelque chose à souligner. Allez, et il faudrait juste une chose, parce que il faut avancer. Je voudrais parler un tour des pays arabo-musulmans pour voir les Pères Noël et les sapins de Noël et les décorations de Noël. Oui, alors après il faut voir aussi la part de on va dire de tradition commerciale aussi sur certains sapins de Noël dans les familles, qu'elles soient de confession catholique ou autre. Ça serait intéressant de bien s'y intéresser aussi, puisqu'on fait par exemple. Toutefois, si vous permettez quand même à pas confondre quand même. François. Racines,
histoire et identité et à pas tout mélanger. Voilà. Nous avons une histoire nationale, un vécu commun, mais nous avons aussi une identité qui est notre identité républicaine et qui fait que nous nous constituons d'abord, nous autres Français, en tant que corps politique, en tant que corps des citoyens. Je crois que nous aurions tort d'essayer de mélanger les choses qui sont mais justement, faut pas différentes et qui peuvent s'imbriquer et s'encastrer. Mais justement, François, Naïma, je voudrais qu'on avance. On est à 100 jours de la présidentielle et il y a un gros sujet ce soir, c'est celui de l'allocution du chef de l'État. C'est une tradition républicaine. Ces vœux du chef de l'État, c'est pas Macron qui l'a décidé. Ça date il y a quelques présidents de la République de souhaiter ses meilleurs vœux aux Français. Dernier vœu de son quinquennat, des vœux sous Covid, comme l'an dernier, avec, on l'a entendu dans l'info, désormais ce variant Omicron qui s'est propagé à la vitesse du son en l'espace d'une semaine et qui est désormais majoritaire dans tous les cas que nous avons rencontrés. Je vous invite d'ailleurs à lire dans les colonnes de nos confrères de Sud-Ouest le témoignage du chef de la réanimation du CHU de Bordeaux, où ils expliquent qu'ils ont refusé 110 patients parce que la réanimation était engorgée de patients Covid non vaccinés, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas, mais c'est une réalité médicale aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron, ce soir, chef de guerre contre ce virus, candidat à la présidentielle, le président de l'Union européenne, présidence qui démarre demain. Comment vous le voyez? Comment vous allez l'interpréter? Est-ce qu'il peut mixer les deux et jouer, par exemple, je ne sais pas, par exemple, sur son bilan économique? Les chiffres du chômage sont tombés et le chômage est au plus bas depuis son arrivée à l'Élysée. Est-ce que quelqu'un veut démarrer? Qui? François? Je désigne. Oui, écoutez, moi, je pense que M. Macron va se livrer à son exercice favori, tout d'abord, qui est l'autosatisfecit. Donc, on va avoir droit aux grandes réussites supposées de M. Macron au moment même où on constate quand même un certain nombre de manques et de défauts d'anticipation. J'ai évoqué ceux sur l'école tout à l'heure. On a appris cette semaine, vous avez dû voir passer ça, que la production de masques FFP2, qui serait peut-être pas totalement inutile dans la période, a diminué de 90% en un an en France. Autrement dit, M. Macron, qui a pour habitude de se vanter de sa politique industrielle en la matière, a été incapable d'anticiper et de faire le nécessaire pour maintenir cette production. On sait pourquoi aussi, parce qu'il est incapable, au nom de la concurrence libre et non faussée si chère à son cœur, de protéger l'industrie française et, par exemple, de mettre en place des considérations de commandes publiques sur les produits français. On a vu ça quand même ces derniers mois, notamment avec des commandes publiques. Oui, mais par exemple, quand vous achetez vos masques chirurgicaux dans votre pharmacie ou votre supermarché, à quel moment le chef de l'État peut intervenir et obliger dans un marché où l'offre et la demande sont ce qu'elles sont, d'acheter des produits qui viennent de Chine parce qu'ils sont 10 fois moins chers? Et qu'au bout du bout, c'est quand même le consommateur. Là, on va avoir des tests, des autotests en libre service dans les supermarchés. Moi, j'en ai acheté, ils viennent d'Allemagne. Voilà. Parce qu'ils sont pas chers. Et donc, vous pensez que nous autres Français, nous sommes à ce point incapables, d'un point de vue de l'ingénierie, du point de vue des structures industrielles, de produire tous ces éléments de manière significative, en quantité suffisante, depuis 18 mois maintenant que la crise a commencé. Vous pensez qu'on n'est pas capable de mettre ça en place, que les Allemands sont capables de le faire, ont été capables de s'adapter pour peut-être ne plus être dépendants de la Chine, mais nous autres Français, nous sommes tellement mauvais que nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème à un moment donné de pilotage au plus haut de ce Je me fais l'avocat du diable, François, sur ces sujets-là. J'ai bien entendu, mais je me dis quand même qu'il y a quand même quelque part le fait que nous avons l'impression en permanence de nous retrouver au même stade que là où nous en étions au début de la crise. Voilà, ça fait bientôt 2 ans et on a l'impression que tout recommence à chaque fois. Alors le chef de l'État va nous dire « Ah mais oui, c'est une étape nouvelle, mais finalement ce sont toujours les mêmes problématiques qui nous sont posées. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de paroles qui sont prononcées par le chef de l'État et par ses ministres, mais au final les choses bougent bien peu sur le fond. Et à cela, on pourrait rajouter aussi l'hôpital aujourd'hui, qui est pire, enfin l'état de l'hôpital qui est catastrophique par rapport au début de la pandémie. Rappelez-vous toutes les promesses qui à ce moment-là ont été faites. On peut aussi rappeler tout le manque de concertation qui n'a pas été mis, le manque de concertation notamment encore une fois avec les élus. Et puis ensuite, il s'était promis de faire de la concertation. Malheureusement, aujourd'hui, 2 ans après, on se rend compte qu'il ne
qu'il gère en fait tout seul, d'autorité. On peut aussi aborder, tout à l'heure je l'ai abordé, les purificateurs d'air aussi. On sent bien que de toute façon, malheureusement, il n'a pas tiré les enseignements de ces 2 années, parce que je pense qu'il est dans une posture extrêmement autoritaire et condescendante. Alors je vais poser une question un peu provocatrice. Tous les trois, vous ne voyez rien de positif dans le bilan qu'il peut faire de cette année 2021 ce soir à la télévision. Naïma, François, Naïma, alors, vous aviez la parole. Je vais vous dire, le fameux quoi qu'il en coûte. Alors moi, j'ai des amis qui sont commerçants, chefs d'entreprise, etc. Effectivement, ça a bien été géré du point de vue économique. Je rappelle que Bruno Le Maire est quelqu'un qui était de droite à la base, mais qui a été bien géré. J'aime bien, vous dites, il était de droite, il ne l'est plus. Ah oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Pour moi, il est En Marche. Donc En Marche, on ne sait pas trop bien situé. Mais effectivement, ça a bien été géré. Mais le quoi qu'il en coûte, mais vous vous rendez compte ce que ça va nous coûter? C'est-à-dire que vous avez des restaurateurs, des chefs d'entreprise, etc., qui ont mieux gagné que quand hors pandémie. Donc ça interroge quand même. Donc voilà. Après, il y a aussi, à la limite. Oui, tant mieux pour eux, mais combien ça va nous coûter? Écoutez, ça, je laisse peut-être François ou Yves peut-être aussi répondre par rapport à l'économie. On va y revenir. C'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé quand même. Le quoi qu'il en coûte, on sort le chéquier et puis voilà. Alors, sachant que visiblement l'épisode du variant n'est pas terminé, donc on en a encore pour quelques semaines, mais on va continuer de débattre avec François Coq, Yves Damecourt et vous, Naïma M. Fadel, et vous autres également, si vous souhaitez nous appeler 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. On va parler donc de ces vœux d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision à l'occasion de la Saint-Sylvestre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et en compagnie de Naïma M. Fadel, essayiste et spécialisée quartier populaire, Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, François Coq, analyste politique, essayiste, auteur de l'impératif démocratique. Nos débatteurs de ce 31 décembre, on évoquait donc ces vœux d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision, les vœux du chef de l'État, finalement, quel que soit le sociétaire de l'Élysée. C'est une tradition que de souhaiter donc la bonne année à tous les Français à 20h à la télévision. On essayait de voir alors la coïncidence du calendrier. Nous sommes à 100 jours précisément du premier tour de la présidentielle. Ce sera 10 avril 2022. Yves et François, on essaie de comprendre. On entendait donc Naïma qui s'interrogeait sur le quoi qu'il en coûte pendant cette crise et qu'on était quasiment au point de départ d'une crise sanitaire qui n'en finit plus. Est-ce que finalement cette crise sanitaire ne va pas on va dire parasiter, percuter, comme on pourrait dire, vampiriser une campagne présidentielle, malgré tout ce que tout le monde aimerait éviter finalement, parce que je pense quand même que même si on est ni macroniste, on est pro-macroniste, on aimerait juste en sortir aussi de cette crise sanitaire. Je pense je pense très sincèrement que Emmanuel Macron sera battu au mois d'avril et que c'est cette dernière cérémonie de vœux. Honnêtement, je ne vois pas comment les Français. Mais c'est bien. Je vois pas comment les Français pourraient réélire ce président. Alors, on dit tout le temps, oui, mais qui aurait fait mieux que lui dans la crise sanitaire? Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qui aurait fait moins bien que lui. C'est un tel bordel depuis 2 ans. Mais est-ce que c'est de sa faute? Quand on voit comment ça se passe, je suis obligée de faire l'avocat du diable, toujours pareil. Quand on voit comment ça se passe dans les autres pays. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune d'Alexandre Jardin dans le Figaro hier, qui fait le panégyrique de toutes les erreurs, les approximations depuis 2 ans. Quand on a interdit aux maires, on a puni des maires qui achetaient des masques pour leur population. On interdisait aux pharmaciens de vendre des masques. On a interdit aux grandes surfaces d'aller acheter des masques en Chine quand la France était incapable de les produire. Ensuite, on a bâti des protocoles hallucinants, on en parlait tout à l'heure, dans les écoles qui étaient impossibles à tenir. Et puis maintenant, on est dans le vague complet. On a misé sur la vaccination, et là, c'est une réussite pour qu'il y ait le maximum de gens qui soient vaccinés. Mais maintenant qu'on arrive quasiment à une immunité, on est en train de renouveler avec des confinements, on diffuse tous les jours les gens qui sont contaminés par Omicron, alors qu'en fait, le seul chiffre que l'on doit surveiller, c'est le nombre de personnes qui sont en réanimation. Et c'est ce chiffre-là qui définit finalement
les mesures à prendre. Enfin, tout ça a été géré. Alors, c'est facile de distribuer de l'argent des autres. Plus de 200 milliards de distribués. C'est facile de maintenir l'économie en distribuant des milliards. Je lisais dans un journal économique que globalement, on a fait quasiment pareil que tous les pays en termes du quoi qu'il en coûte. On a utilisé les mêmes ficelles à peu près, à quelques milliards près évidemment, j'imagine. Mais on a fait à peu près pareil partout en termes de soutien aux économies, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de performance. Donc voilà. Donc si vous voulez, il n'y a pas de performance particulière. Non. Non. Moi je pense que comme le disait François ce soir, ce sera de l'autosatisfaction, certainement un très beau discours, parce que Emmanuel Macron, il ne faut pas lui enlever ça. Mais alors, le sens des mots et le sens des phrases. Ouais, vous disiez, vous le voyez battu en avril prochain. Par qui ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourrait être réélu. Écoutez, moi je vois, si je peux me permettre. Non, mais après ça, on peut avoir des pronostics les uns les autres, des amitiés, etc. Je pense que ça va être évidemment. Évidemment, la concurrente proche, enfin celle qui, je pense, va l'emporter, ça va être Valérie Pécresse. C'est certainement elle. Et on sera fiers d'avoir, pour la première fois en France, une femme présidente. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à tout ça. La parole. Et je voudrais aussi que mettre en garde, parce qu'on a vécu des élections municipales avec un discours du Premier ministre de l'époque qui, la veille, disait « Lundi, on ferme tout, mais demain, venez voter, c'est sans risque ». Et donc, une chute de la participation de 20%. Ce serait terrible que cette campagne présidentielle se fasse sans campagne et qu'on ait une chute aussi de la participation. Moi, je crains beaucoup la chute de la participation. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait l'élection, c'est les gens qui vont voter et ceux qui restent chez eux. François. S'il vous plaît, 3 points rapidement sur ces deux. Le premier, sur ce que vous évoquez, la question du quoi qu'il en coûte, qui de fait va être un enjeu majeur de l'élection présidentielle, pas tant sur le quoi qu'il en coûte lui-même, que sur la manière dont ça va être géré et traité par la suite. Il y a tous ceux qui disent, à mon sens à juste titre, que cette dette est irremboursable, qu'elle n'a pas à être remboursée et qu'il suffira de la faire rouler. Et puis il y a ceux qui vont décider d'instrumentaliser la question du quoi qu'il en coûte qui a eu lieu ces 2 dernières années pour remettre en place plus encore des politiques d'austérité au lendemain de l'élection présidentielle, ce qui est très exactement le schéma qui se dessine pour M. Macron, qui souhaite continuer à casser la protection sociale et tout le bien public que nous avons. Ça, c'est le premier point. Je crois que c'est l'un des enjeux de l'élection présidentielle, la manière dont sera traité le quoi qu'il en coûte. Deuxième point, vous évoquiez la question démocratique de l'élection présidentielle. Nous sommes effectivement à 100 jours du scrutin. Ce que je crois profondément, c'est que M. Macron, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, il ne peut pas l'être encore pour l'instant, souhaite mettre la campagne sous cloche. C'est ce qu'a annoncé M. Castex quand il a dit qu'il va tendre le même piège que celui qu'a tendu M. Macron, mais de manière inversée, lors des municipales. Vous vous souvenez, au tout début de la pandémie, M. Macron avait réuni toutes les oppositions qui ont sauté à la corde et qui ont dit avec lui, oui, il faut maintenir les municipales parce que c'est très important pour nous, alors même que tout le monde avait bien compris que d'un point de vue sanitaire, c'était totalement, et d'un point de vue démocratique, c'était totalement aberrant. Mais là, cette fois, M. Castex et M. Macron ont dit qu'ils allaient réunir les oppositions pour leur faire avaler le fait qu'il va falloir mettre la campagne sous cloche et que finalement celle-ci ne sera qu'un sprint qui favorisera et arrangera M. Macron. Et dernier point, c'était dit dans la présentation tout à l'heure, les vœux, forcément, ce soir, vont aborder la question de l'Union européenne. Non pas parce que M. Macron va devenir président de l'Union européenne ce soir, il va encore nous raconter des histoires et faire comme s'il avait beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en aura à partir de demain, 1er janvier. Il ne va pas devenir même président du Conseil européen, ça c'était le cas quand c'était M. Sarkozy, il y a 10 ans, ou enfin, il y a 13 ans même, qui avait pris à l'époque la présidence de l'Union européenne. Il va être président du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est-à-dire, c'est rien. Un président du Conseil européen, il y en a un, il est permanent maintenant. C'est M. Michel, l'ancien Premier ministre belge. Monsieur Macron, lui, il va être rien du tout. Le Conseil de l'Union européenne, c'est par thématique les ministres qui se regroupent et finalement, c'est les ministres qui deviennent présidents des différentes réunions. Donc, M. Macron, il va juste avoir à gérer les affaires courantes de l'Union européenne dans les 6 mois qui viennent, même dans les 4 mois qui viennent. On sait qu'il a refusé une inversion du calendrier qui lui a été proposée
parce que les Européens se sont dit quand même, c'est pas forcément le meilleur moment que de filer la présidence du Conseil de l'Union européenne à la France alors qu'elle a son élection présidentielle et que donc elle va être paralysée par la campagne, puis par le changement des ministres en cours de route, alors même qu'ils sont censés piloter ces différents groupes de travail. Monsieur Macron, lui, a refusé ce qui était pourtant, d'un point de vue concret et factuel, le plus admissible et le plus simple, parce qu'il veut se servir de cette tribune et il veut se donner encore un rôle qu'il n'aura pas. Parce qu'au final, je vous le dis, il ne gérera que les affaires courantes. Ça lui servira seulement à faire des beaux discours et à faire avancer sa théorie de la souveraineté européenne, ce transfert de la souveraineté populaire qui s'exerce dans le cadre national vers une impensable et inexistante aujourd'hui souveraineté européenne qu'il veut créer de facto. On verra si avec la crise sanitaire, il arrive au moins à mettre tous les pays d'accord sur un mode de fonctionnement commun face à ce variant Omicron qui est majoritaire déjà dans plusieurs pays, dont la France, on le rappelle. Alors, on continue de parler finalement politique, et en tous les cas, bilan d'Emmanuel Macron et notamment sur la question de la sécurité. Ce soir, c'est la Saint-Sylvestre avec cette triste tradition, c'est celui des incendies de véhicules. On estime entre 800 et 1200 véhicules brûlés chaque nuit du 31 décembre. On verra si c'est un échec cuisant de la part de l'État de ne pas arriver à enrayer ce phénomène qui touche avant tout les classes populaires. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et en compagnie de François Coq, analyste politique, Yves Damecourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Naïma M. Fadel, essayiste et spécialiste des quartiers populaires. On s'intéresse à présent, et avec vous sur Sud Radio, à cette nuit de la Saint-Sylvestre, ce réveillon toujours marqué par cette tradition anti-républicaine, s'il en est, installée depuis les années 90 à peu près. Ce sont les incendies de véhicules. Alors, plus de bilan officiel depuis plusieurs années, mais on évalue entre 800 et 1200 véhicules brûlés le soir de chaque nuit du 31 décembre, avec des autorités, on va dire, de sécurité qui sont toujours à éteindre les incendies plutôt que d'essayer malgré tout de faire en sorte que ces tristes feux n'arrivent pas, ou en tous les cas diminuent. Il n'y a plus de décompte pour éviter de faire la publicité. Ça, c'était sous Brice-Hortefeux que la décision avait été prise et on est resté là aujourd'hui. Alors la France n'est pas le seul pays concerné. La Grande-Bretagne, par exemple, connaît exactement le même fléau. Mais comment on en est arrivé là, finalement, à ce phénomène qui s'installe et finalement, un peu comme pour d'autres sujets, on met la poussière sous le tapis. Je rappelle aussi que ces véhicules qui brûlent touchent essentiellement les personnes les plus modestes. Alors même s'il y a eu des arrangements qui ont été faits avec les compagnies d'assurance, le remboursement de ces véhicules se fait quand même en deçà de leur valeur intrinsèque et ces personnes ont besoin de leur véhicule. Qui veut commencer? Naïma. Oui, je peux commencer. Écoutez, moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans mes différents postes, notamment quand j'étais déléguée du préfet des Yvelines. Malheureusement, il y a quand même un fatalisme qui s'est installé. C'est ça qui est incroyable. Oui, parce que je pense que les différents gouvernants, on ne va pas jeter l'anathème sur celui-là, mais ne savent pas comment faire. Et puis, il y a aussi un espèce de laxisme, vous savez, qui s'est installé aussi vis-à-vis des quartiers où malheureusement, on est un peu laxiste, même si on attrape certains incendiaires. Il y a aussi la question des mineurs, parce que c'est souvent des mineurs qui commettent aussi ces incendies, de voitures, et de camions, etc. C'est vraiment localisé majoritairement aussi dans les quartiers. Et effectivement, comme vous disiez, c'est souvent les populations les plus modestes qui subissent cela, avec tout ce que ça implique. Moi, quand je vous parle de fatalisme, c'est qu'on se faisait toujours des réunions avant la nuit de la Saint-Sylvestre avec les policiers, etc., pour dire comment on va faire, etc. Souvent, on donnait des subventions aux associations en leur demandant de mettre en place des festivités pour un peu, canaliser tout le monde. Mais en réalité, vous canalisez pas. Vous allez avoir dans ces festivités des familles qui vont venir avec leurs enfants, mais les voyous, la racaille qui ont envie de faire la fête de cette manière-là, elle, vous ne la touchez pas. Donc c'est toujours le même discours. Enfin, je veux dire, c'est toujours le même constat. Et par rapport aussi aux politiques qu'on met en place, aujourd'hui, on a un problème de politique
de justice et de réponse à la délinquance des mineurs. Et je vous dis vraiment, c'est surtout les mineurs qui commettent ces méfaits. Et le problème aussi, c'est la question de la parentalité. Quand vous êtes dans un quartier, comme moi j'ai pu travailler, que vous trouvez des gamins à minuit qui ont 10, 11 ans, qu'est-ce que font ces gamins-là dehors jusqu'à 13, 14 ans. Donc peut-être qu'on peut penser aussi lors de cette Saint-Sylvestre à mettre en place aussi des couvre-feux, peut-être aussi à en rappeler encore une fois aux responsabilités et même pénalement des parents. Mais ce qui est terrible dans notre pays, c'est qu'effectivement cette fatalité s'est bien installée aujourd'hui et que malheureusement au plus haut niveau, elle est actée. Et donc du coup, eh bien effectivement, on prépare les pompiers à intervenir. C'est la triste réalité. Qui veut continuer? François? Oui, là, c'est un sujet difficile parce qu'il n'y a pas de solution toute faite pour trouver une solution à ça. L'une des choses qui a été faite, vous le disiez, ça date de M. Hortefeux, c'était de plus donner de chiffres nationaux, mais c'est aussi de plus donner tant de publicité finalement à ces événements, non pas pour les mettre sous le tapis, mais parce qu'on sait qu'il existe aujourd'hui une forme de compétition parfois entre quartiers sur qui en brûlera le plus, etc. Alors comme vous le disiez, c'est souvent les plus fragiles et les plus précaires qui sont victimes de ces incendies quand on a son outil de travail qui part en fumée, ce qui représente pour beaucoup les économies de toute une partie de vie. Donc voilà, moi je suis favorable à ce que on ne donne pas trop de couverture médiatique à ça. Par contre, derrière, qu'on essaie d'avoir le plus de personnel de sécurité sur le terrain et pas simplement des pompiers. On a besoin aussi d'avoir des forces de sécurité dans les quartiers et que tout un travail de prévention soit fait en amont. Mais pour ça, encore faut-il qu'on puisse rétablir aussi le dialogue dans les quartiers populaires. Mais François, je suis désolée de le dire comme ça, mais vous savez, les policiers aujourd'hui, ils ont des difficultés à rentrer dans les quartiers. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on les envoyait dans les quartiers, même les médiateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, on a mis en place des médiateurs. Je sais, je travaille dans ces quartiers-là. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis enseignant au cœur de ces quartiers-là. Mais je ne crois pas que le dialogue soit impossible. Je crois qu'il ne faut absolument pas renoncer sur ces questions-là, mais qu'il ne faut non plus pas se contenter du dialogue. Voilà. Je dis qu'il faut du dialogue, je dis qu'il y a la prévention à faire, du dialogue du quotidien, mais je dis aussi qu'un soir comme celui-ci, on a besoin de forces de sécurité qui doivent être présentes. Ça fait 30 ans qu'on fait du dialogue. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça ne se suffit pas à soi-même. Non, mais je suis d'accord avec vous, François. Je suis quelqu'un qui a travaillé dans ce sens-là. Le dialogue, mobiliser les associations, mettre en place les médiateurs avec un maillage des quartiers, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être revoir tout ce qu'on a mis en place depuis 30 ans, 40 ans aujourd'hui, qui ne marche pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut avoir une politique qui responsabilise les parents. Encore une fois, ce n'est pas normal que des gamins de 10, 11 ans traînent dans les rues jusqu'à minuit, 1h du matin. Ce n'est pas normal. Où sont les parents ? Et vraiment, en ne replaçant pas la place et le rôle des parents, on en rajoute à la stigmatisation des habitants des quartiers, parce que je peux vous dire, et vous le savez François, puisque vous êtes sur ces quartiers, que les habitants veulent beaucoup plus d'autorité, veulent beaucoup plus effectivement qu'on pénalise les parents qui effectivement ne s'occupent pas de leurs enfants. Parce que mais ces parents-là, la plupart d'entre eux ne sont pas des parents qui démissionnent, ce sont des parents qui sont totalement dépassés. C'est ça la réalité aussi. Il y a autre chose, il y a un accompagnement à faire. Voilà, si c'était si simple de dire qu'il faut s'en prendre à ses parents, c'est ceux qui sont totalement débordés. Moi je vois parce que ce sont les parents d'élèves que moi je côtoie au quotidien. Ces parents qui sont impuissants peuvent demander de l'aide, vous savez très bien, via des assistances sociales, via l'aide sociale à l'enfance. On peut demander. Il y a les centres sociaux qui peuvent être des relais. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Yves, on ne vous a pas entendu sur ce sujet-là avant d'évoquer le sujet suivant concernant moi, je pense que la vérité dans ce qui a été dit par Naïma et par François. Donc il faut. Je pense que si ce sujet est un sujet qui préoccupe le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, il faut qu'ils mettent le paquet pour identifier les personnes qui pratiquent ce genre de choses. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les villes sont sous vidéoprotection, donc il y a des outils qui existent, qui n'existaient pas en 1990 quand est née cette fâcheuse habitude. Ensuite, on peut agir sur les parents ou avec les parents, selon que on veut faire de la prévention ou agir ensuite. Et puis... la solution du couvre-feu qui est mise en place par un certain nombre de villes ce soir, honnêtement, elle pénalise quand même beaucoup la jeunesse, parce que la grande majorité de la jeunesse, le soir de la Saint-Sylvestre, elle a envie
de sortir. Elle a envie de fêter la nouvelle année. Oui, mais voilà. Bon, ben, non, mais je suis d'accord avec vous, Yves. Après, les policiers, il y a 90 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés cette nuit en France. Ils ont fort à faire, hein. C'est clair et net que ce soir, c'est un réveillon particulier avec toutes les contraintes qui sont imposées par la situation sanitaire, la fermeture des bars. On est en train de parler d'un millier de voitures, donc avec des bandes d'une demi-douzaine de personnes. Donc, c'est 6 000 personnes qui aujourd'hui pose problème. Donc voilà, mais le travail d'enquête doit être possible quand même. D'ailleurs, si on dit que les feux sont mis par des gens qui ont moins de 16 ans, c'est que quelque part on les a identifiés. Hein. Et que derrière on peut avoir des actions au moins pour retrouver les... Voilà, bon écoutez, de toute façon on n'aura pas le décompte officiel puisqu'il n'y aura aucun bilan officiel qui est fait comme certaines années. Je me souviens, on avait une espèce de course à l'échalote du quartier qui avait fait brûler le plus de véhicules. Souvenez-vous, ça marchait comme ça. Aujourd'hui il n'y en a plus, mais bon là c'est une réalité que vont vivre des Français ce soir dans les quartiers populaires. Allez, on change d'univers et de sujet parce que celui-là concerne absolument tout le monde et je trouve qu'il parle aussi de ce que l'on souhaite pour le pays, en tous les cas pour les générations futures. Hier, réseau transport RTE électricité envisage donc des coupures d'électricité ciblées d'ici la fin du mois de janvier. En fait, la situation du parc nucléaire, la remontée des températures avant une nouvelle baisse à nouveau, la durée le manque, on va dire, d'utilisation et de potentiel des énergies renouvelables que sont le photovoltaïque et l'éolien ne permettent pas de compenser des centrales nucléaires qui tournent au ralenti parce que c'est la période où on fait de l'entretien et de la maintenance et donc il y a un risque avec une baisse des températures de devoir cibler des coupures d'électricité. Alors pour l'instant, les températures sont plutôt bonnes et sont plutôt clémentes, donc pour l'instant rien de tel en perspective. Mais ça pourrait arriver. Est-ce que ça veut dire que véritablement ce sujet du bilan énergétique aujourd'hui de cette campagne électorale qui va s'ouvrir, on le disait, sur l'électricité et sur l'énergie, vraiment la France doit vraiment mettre le paquet sur le nucléaire? Est-ce que c'est véritablement l'angle d'attaque de la question de notre débat? Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer, Yves, si vous voulez. Oui. Je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fermé Fessenheim. On sait bien que le nucléaire mérite qu'il y ait des opérations de maintenance. Et donc, pour pouvoir faire des opérations de maintenance, il faut pouvoir arrêter un certain nombre de réacteurs pendant qu'on les maintient. Et sinon, il y a du blackout. Aujourd'hui, on sait que les éoliennes et le photovoltaïque ne peuvent pas remplacer le nucléaire parce que ce sont des énergies intermittentes. Il y a eu plusieurs articles dans la presse allemande hier qui montrent que l'Allemagne va augmenter ses émissions de gaz à effet de serre en 2021 parce qu'il y a eu beaucoup moins de vent que prévu sur l'Europe. Et donc, tout ça est pas raisonnable et pas sérieux. Et donc, il faut absolument que l'État abroge la loi qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs et que l'État se lance dans la production de nouveaux EPR. Il y a eu un colloque à l'Assemblée nationale il y a 15 jours organisé par le CEREME sur ce sujet et qui montre qu'avec 240 milliards, on est capable à la fois d'entretenir notre parc nucléaire et de créer 30 réacteurs EPR nouveaux et d'arrêter la gabegie des éoliennes qui aujourd'hui, la somme des engagements sur les éoliennes, c'est 121 milliards pour rien. Et donc, tout ça est hallucinant. François. Ouais, peut-être là-dessus, un mot d'abord. Effectivement, l'Allemagne a augmenté très largement ses émissions de CO2, mais pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix qui nous apparaît à nous autres, alors c'est un choix souverain, très bien, mais qui nous apparaît à nous autres totalement déraisonnable, qui est qu'elle a fermé 10 centrales nucléaires pour ouvrir 11 centrales à charbon, et que donc ça se traduit par 40 millions d'émissions supplémentaires de tonnes de CO2. Moi, je voudrais revenir sur 3 points sur ce sujet-là. Le premier, c'est que clairement, et on en revient à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, il y a un défaut d'anticipation absolument incroyable des différentes autorités publiques et notamment du gouvernement sur ces questions-là. Enfin, la maintenance
des réacteurs nucléaires, on sait quand elle doit tomber. J'ai bien compris qu'elle avait pris du retard avec le Covid, etc. Mais enfin, tout ça, ça s'organise. Il y a un défaut de prévoyance absolument incroyable au plus haut sommet de l'État sur ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça rejoint ce que j'évoquais pour l'Allemagne, aujourd'hui, la priorité, et tous les experts le disent, c'est la sortie des énergies carbonées. Mais sortir des énergies carbonées, on ne peut pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Ça veut dire que pour le faire, si on veut le faire de manière raisonnable, en allant sans doute à terme vers la sortie du nucléaire, mais il faut le faire aujourd'hui dans un mix avec du nucléaire, un mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Et ça nécessite là aussi d'anticiper et de prévoir qu'on a besoin des centrales nucléaires et de les maintenir en état de fonctionnement. Et puis troisième point, parce que là j'en ai un petit peu marre d'être pris pour un imbécile, vous savez que ces derniers temps, je veux dire le gouvernement et l'Union européenne, a justifié l'augmentation du prix de l'électricité par le fait que c'est ce qui nous permettait d'éviter un potentiel blackout. Jean-François Carenco, qui préside le secteur de l'énergie, disait même cela nous évite 40 jours par an sans blackout, d'être dans cette interconnexion et surtout d'être relié au marché européen de l'énergie. Sauf que ce marché européen de l'énergie fait que les prix de l'énergie flambent pour nous autres Français et sont plus hauts que les prix de production tels que nous les aurions, nous qui avons un parc à 70% nucléaire en termes d'électricité. Eh bien maintenant, on se rend bien compte que même ça, ces interconnexions pourraient ne pas garantir le fait qu'on évite le blackout. Donc on a à la fois le beurre et l'argent du beurre, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le blackout en même temps qu'on a l'augmentation du prix de l'énergie. Vous savez, pour un foyer qui se chauffe exclusivement à l'électricité, en 2007, c'était autour de 320 € par an. Maintenant, c'est à plus de 500 € par an. Et entre l'année dernière et cette année, les gens qui se chauffent uniquement à l'électricité, ils vont avoir plus 150 € sur leur facture. Eh bien, avec ça, on va en plus encore avoir la possibilité d'avoir un blackout partiel. Moi, je crois qu'il y a un dysfonctionnement très clair et les règles qui nous sont imposées par la Commission européenne en la matière nous désavantagent doublement. Naïma, on va vous entendre dans un instant sur ce sujet-là. Évidemment, on distribue la parole à tout le monde et vous réagissez également sur Sud Radio. On va s'arrêter un court instant et on se retrouve pour le dernier quart d'heure de l'émission avant de céder la parole à Sud Radio dans tous ses états avec Benjamin Glaise. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Christine Bouillot. Et je salue également tous ceux qui en DAB+, depuis le début de la semaine, peuvent nous écouter du côté de Chambéry, d'Annecy, d'Annemasse, de Saint-Étienne ou encore du côté de Roanne. Une nouvelle façon de nous écouter, le DAB+, sur les appareils autoradio compatibles. Des villes qui se rajoutent à d'autres comme Strasbourg, Nantes ou encore Rouen, Le Havre, bien évidemment Chalon-sur-Saône, Toulon, Hyères, Brignoles, Dijon, salut les Dijonnais aussi, ou encore du côté d'Avignon. Voilà, la grande famille de Sud Radio c'est encore agrandi puisque voilà, on a de nouvelles fréquences en DAB+, du côté de la Savoie, de la Haute-Savoie ou du côté de Saint-Étienne et Roanne. On parlait du blackout justement, tiens, avec vous et les risques qu'il y a aujourd'hui avec on va dire cette alerte, en tout cas cette mise en garde de la part de RTE, donc qui ciblera si nécessaire des coupures tournantes, que ce soit pour les grandes entreprises, les usines, pour éviter un blackout généralisé au mois de janvier si jamais il y a des températures qui redescendent à nouveau. Pour l'instant, on est plutôt gâté au niveau du thermomètre. Le nucléaire, c'est notre question, doit-il rester la priorité de la France? On vous a pas entendu, Naïma, sur ce sujet. Non, mais ce que je peux juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, avec, je dirais même, tristesse finalement, c'est que c'est à l'image de ce quinquennat, en fait. On voit bien que ce gouvernement... Les risques de coupure de blackout existaient déjà bien avant. Hein. C'est chaque hiver quasiment que l'on a ça. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a eu quand même une centrale qui a été fermée. N'oublions pas qu'il y a eu toute une idéologie qui a traversé quand même le gouvernement, avec un ministre de l'écologie qui était pour que finalement on commence petit à petit à fermer. Ce que je veux dire par là, c'est globalement en fait on se rend compte que sur ce sujet-là aussi, rappelons-nous aussi tous les discours qui ont été faits, hein, rappelons-nous que de ce discours et puis on voit bien que malheureusement sur ces questions-là comme sur les autres questions, on a manqué encore une fois d'anticipation et il y a eu de la précipitation. En fait, moi j'ai le sentiment que Emmanuel Macron est tout le temps dans la séduction pour plaire en fait,
et sans prendre le temps de mesurer en fait les enjeux. Et sur cette question-là, clairement, il y a eu de la précipitation, il y a eu à vouloir en fait draguer un public, et malheureusement aujourd'hui, je trouve que la situation, enfin on se trouve que la situation est quand même dramatique. Ouais, et tout à fait. Moi, je rejoins aussi François sur la question aussi des personnes les plus modestes. Aujourd'hui, c'est pas 100 € qui vont régler les choses. Hein. Il y a Gona qui nous écrit sur Facebook 119 € par mois d'électricité. Alors, on ne connaît pas sa situation, mais personnel, combien sont-ils dans le foyer? Mais c'est effectivement une somme conséquente, même importante, dans le budget des ménages. Si on ramène ça à la totalité de l'année, le prix de l'énergie, finalement. Est-ce que tous ces sujets, j'ai envie de vous dire, on va parler là dans un instant de cette question du climat aussi, ne risquent-ils pas, tous ces sujets, d'être vampirisés, je le disais en début d'émission, par la situation sanitaire, c'est-à-dire que les candidats, quels qu'ils soient, n'arrivent pas à sortir de ce sujet, ou en tous les cas de présenter correctement toutes leurs propositions. Ça va être le problème, oui, bien sûr. Et pourtant, le sujet de l'énergie, c'est un problème très important pour nous, parce que la France a vraiment un atout de compétitivité très important. On parlait de réindustrialisation tout à l'heure, de production nationale. C'est le prix de son énergie. Et le prix de son énergie, aujourd'hui, il est menacé par deux choses. Le système européen, notamment avec l'AREN, qui oblige EDF à revendre 25% moins cher aux autres une partie de l'électricité qu'elle produit. Et puis, la deuxième menace, c'est les investissements dispendieux dans les énergies renouvelables, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur cette note d'électricité, il y a 56% de taxes. Et dans ces 56% de taxes, une grande partie va au financement de projets privés qui sont l'installation d'usines éoliennes qui, pour la plupart aujourd'hui, appartiennent à des grands investisseurs internationaux, voire à des fonds de pension. Et tout ça payé sur la facture d'électricité des Français, notamment les plus modestes, puisque le parc social français, pour la plupart, est équipé de chauffage électrique. Exactement. François. Ouais, d'une manière générale, vous avez raison de l'évoquer. On a une campagne présidentielle où les oppositions sont plutôt cantonnés dans la gestion et la critique du quotidien. Dans la critique du quotidien, de ce qui se passe aujourd'hui, de la crise sanitaire. Sauf que ce que les Français attendent, c'est l'étape d'après. Et ça, il faut bien reconnaître qu'Emmanuel Macron l'a bien compris. Lui, depuis un an maintenant, les discours qu'il fait, il essaie de projeter la France à 10 ans. Alors, avec plein de choses dont je me méfie grandement. Mais d'un point de vue politique, il a compris que c'était cet horizon-là qu'il fallait donner à la France. Et je crois que ses concurrents aujourd'hui ne sont pas dans ça. Quand j'évoquais tout à l'heure la question de la dette, la manière dont la dette va être traitée politiquement, et les conséquences qu'elle va avoir sur les politiques publiques qui vont être pratiquées dans les 5, 10, 15 prochaines années est une question et un enjeu excessivement politique. Et au lieu de ça, finalement, le débat politique de cette campagne présidentielle est très, très terre à terre sur le quotidien. Et c'est très anxiogène parce que les Français, aujourd'hui, ont l'impression d'être enfermés là-dedans et que l'avenir nous enferme aussi là-dedans. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous présente un horizon. Et je crois que les candidats ont tort de laisser M. Macron être le seul un peu à se positionner là-dessus. Les candidats ont fait le choix à un moment donné d'être enfermés dans l'identité pendant toute une première partie de campagne. Maintenant, ils vont être enfermés dans la crise sanitaire et finalement, ça va être une fois de plus peut-être une élection présidentielle pour rien. Alors juste un commentaire parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Désolé les amis, mais effectivement là on parle justement de l'avenir de ce qui se passe demain. On a des températures printanières un 31 décembre. Alors d'aucuns diront c'est déjà arrivé effectivement, mais là les prévisionnistes disent que c'est du jamais vu et que il y a effectivement des indicateurs qui sont inquiétants. Est-ce que vous diriez tout le monde s'en fiche un peu ou ça doit être encore un marqueur de ce que l'on doit faire pour les prochaines décennies, enfin essayer de réduire. Il y a eu une COP26 dont on a entendu parler, mais vaguement, je dirais presque. Est-ce notre faute d'ailleurs à nos médias ? Yves. Tout ça, c'est très lié à ce qu'on vient d'exprimer. Il faut faire des grands choix sur la façon dont on produit l'électricité, la façon dont on isole les bâtiments, la façon dont on transporte les gens, mais il faut le faire avec une vision à 20 ou 30 ans. Et on peut vous croyez que les Français sont prêts à l'entendre ou regardent finalement se disent perdu pour perdu ? Je pense que les Français ont beaucoup plus de bon sens qu'un certain nombre de nos dirigeants qui nous emmènent dans des endroits, dans des impasses. Voilà. Maintenant,
Noël au balcon, pas cotisons, on disait autrefois. Hein. Donc, c'est vrai. Ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que quand on passe Noël au balcon, eh bien, on a des gels tardifs sur les récoltes au printemps, et comme l'an dernier. Et le risque, c'est que notre agriculture souffre, et ça, c'est un vrai sujet d'avenir, puisqu'aujourd'hui, la balance commerciale agricole de la France, elle est déficitaire si on enlève le vin et les céréales. Et je voudrais vous donner quelques chiffres qui font peur. Hein. 60% des fruits que nous consommons sont importés, 40% des légumes, la moitié de la viande blanche, 25% de la viande rouge et 75% des fleurs coupées que l'on offre aux mamans le jour de la fête des mères. Et donc, il est urgent de reproduire en France et de réindustrialiser, de transformer en France. Aujourd'hui, notre économie, elle est digne d'un pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'on exporte nos matières premières et on importe des produits finis. Et entre les deux, eh bien, la transformation, elle se fait ailleurs. Et donc ça, c'est la vraie question pour les années qui viennent, à mon avis. Naïma, 1 minute pour conclure chacun. Pour conclure, écoutez, moi en tout cas, ce que je voudrais, c'est souhaiter un bon réveillon, et puis une bonne année, et puis aussi, comment dirais-je, conseiller que ce soir, lors du réveillon, on prenne du temps avec les nôtres et qu'on ne parle pas de la Covid-19. Voilà. Je crois qu'on en a tous très envie. On en a tous très envie. François, juste pour revenir sur cette transition écologique énergétique, je crois qu'une fois encore, les citoyens sont bien plus en avance que leurs dirigeants. Vous rappeliez cette COP26 à Glasgow qui a été bidon. Voilà, bidon, il n'en est rien sorti. Il y a eu de grandes déclarations avant la COP26 de M. Macron. Derrière, il n'en est rien sorti. Moi, l'image que je garde de cette COP26, c'est tous ces dirigeants qui sont venus en jet privé avec une empreinte carbone incroyable. Tous ces jets privés garés sur l'aéroport de Glasgow. Et nous, on voudrait nous faire culpabiliser sur nos consommations et nos pratiques. Je crois que nous sommes bien plus en avance que nos dirigeants sur ces questions-là, mais que c'est aussi un changement de modèle d'abord qu'il faut impulser. Ça, on ne peut pas le faire individuellement, il faut le faire globalement. Il faut rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, quitte à mettre en place un protectionnisme écologique sur ces questions-là. Autant de décisions qui méritent de la résolution, de la conviction de la part de nos dirigeants. C'est ce dont on manque le plus actuellement, d'où la crise démocratique terrible que nous connaissons depuis des années et qui ne se résoudra pas avec cette triste élection présidentielle que nous avons en perspective. Pourtant, elle est là, elle est dans 100 jours pile et on y reviendra longuement dans toutes les émissions sur Sud Radio. On vivra cette campagne présidentielle qui s'annonce passionnante, effectivement. François Coq, Yves Damécourt, Naïma M. Fadel, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très très beau réveillon ainsi qu'à nos auditeurs. Bonne année. Je voudrais remercier également Joseph Ruiz et Benoît Goutorp qui m'ont aidé à préparer cette émission. Chacun un peu à distance, compte tenu de la situation. Moi, je vous souhaite aussi, chers auditeurs, de passer de très belles fêtes. Je vous donne rendez-vous lundi avec Valérie Expert qui reviendra évidemment. Et juste après l'info de midi, c'est Sud Radio dans tous ses états avec Benjamin Glaise. Très bon réveillon, très belle fête à vous et à l'an prochain. À bientôt.